On a comme ça, par exemple, même déjà cette fâcheuse tendance à toujours mal parler de l'Afrique. Ça, c'est un réflexe comme ça qui tue beaucoup plus de projets que ça n'en construit. On reçoit comme ça au quotidien ici chez nous, comme ça, des porteurs de projets ou même des entrepreneurs déjà sur le terrain qui ont la rage de réussir en Afrique, qui veulent vraiment faire grandir l'entreprise. Mais quand vous suivez leur discours qu'ils ont sur l'Afrique, ça pousse à se poser des questions, en fait. Donc, il est urgent aujourd'hui que les Africains revoient leur narratif sur l'Afrique. Mes affaires ne marchent pas parce que je ne suis pas en Afrique. Je suis sûre que si j'étais là, les choses marcheraient mieux. Non, si c'était vrai, c'est que tous nos entrepreneurs locaux seraient tous à succès aujourd'hui, seraient tous des milliardaires. Il faut éviter de systématiquement compter sur les agents immobiliers pour dire qu'est-ce qu'on va faire dans un immeuble qu'on a construit ou pas. Parce que ça demande une analyse beaucoup plus poussée. Parce qu'il faut pouvoir analyser les habitudes de consommation dans cette région-là. Il faut pouvoir faire une bonne lecture économique du développement de la région. Donc, ça demande vraiment de faire un travail un peu plus poussé pour être sûr qu'à la fin, on ne regrette pas son investissement. En général, le modèle classique, quand les entrepreneurs se disent, je vais profiter de mes 3 semaines de congé en Afrique pour suivre mon business. Donc, ça fait tellement de casquettes qu'on va devoir porter en 3 semaines, qui fait que finalement, les gens se retrouvent comme ça avec une charge mentale et émotionnelle intenable sur la durée. Bonjour Olivier Gaël. Bonjour Monsieur Belobo. Merci de nous accueillir une fois encore chez vous. Avec plaisir. Alors, comme d'habitude, nous sommes venus avec une série de questions et ces questions sont beaucoup plus inspirées de la diaspora. Il y a un manteau de préjugés, de stéréotypes et même d'idées reçues qui font souvent que les gens installés de l'autre côté ne manquent pas de tomber sur certains pièges. Et là, ils font des erreurs de gestion. Ils tombent également dans le piège des idées reçues. Comment est-ce qu'ils peuvent éviter ces différentes erreurs? Erreurs courantes et erreurs de gestion. C'est courant, effectivement, d'entendre ce type d'expression. Il y a tellement d'expressions qui sont dites sur l'investissement en Afrique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on vit dans la diaspora et qu'on a choisi de devenir entrepreneur, c'est-à-dire on a choisi d'aller investir en Afrique en parallèle de son boulot depuis la diaspora, il faut absolument, premièrement, revoir un peu son narratif sur l'Afrique, en fait. OK? Parce que c'est quand même courant de voir des entrepreneurs ou des porteurs de projets comme ça qui, en longueur de journée, n'ont que des commentaires négatifs sur l'Afrique, mais qui, curieusement, ont l'intention de venir en Afrique, vouloir créer des entreprises qui auront du succès. C'est quand même difficile. OK? Donc ça, c'est le premier challenge. Revoir son narratif sur l'Afrique. On peut vraiment aimer l'Europe sans dénigrer l'Afrique. De même qu'on peut aimer l'Afrique sans dénigrer l'Europe. On a des gens comme ça qui sont constamment en train de comparer les deux systèmes. Oh, il y a ceci qui ne marche pas là-bas et ceci. Mais si ça ne marche pas, pourquoi vouloir donc venir investir ici? Parce que l'énergie qu'on vient avec, en fait, c'est cette mentalité-là, ça ne porte pas bonheur, en fait. C'est une sorte d'énergie qu'on transporte et c'est un peu ce type de résultat qu'on aura dans l'investissement qu'on vient faire. On crache dans la soupe. Dans laquelle on s'apprête encore à boire. C'est tellement absurde. Donc, vraiment, aujourd'hui, notre appel, c'est de se dire, tous ceux-là qui veulent vraiment investir, qui ont l'intention de réussir, qui ne veulent pas juste venir essayer pour aller utiliser encore, pour dire, voilà, j'ai essayé, ça n'a pas marché. De revoir le narratif sur l'Afrique. Tout n'est pas mauvais ici, tout n'est pas bon. Mais quand on a choisi d'investir, ça veut dire qu'on a choisi de devenir une solution à tous ces problèmes qu'on cite en longueur de journée. Donc, il vaut mieux se concentrer sur les solutions qu'on apporte et on aura, dans tous les cas, les résultats qu'on espère. La deuxième idée reçue qu'on a souvent, c'est d'entendre les entrepreneurs dire que mon affaire ne marche pas parce que je ne vis pas en Afrique. C'est-à-dire cette tendance à croire que c'est parce que je ne suis pas sur place que mes choses ne marchent pas, que mes trucs ne produisent pas. S'il fallait être sur place pour gagner de l'argent, pour réussir à créer une entreprise rentable, c'est que tous nos entrepreneurs locaux seraient déjà des milliardaires. C'est que tout marche chez eux, mais pourtant, c'est pas le cas. Quand on regarde, la plupart des PME en Afrique sont dirigées par des personnes qui sont sur le terrain. Pourtant, ces PME-là, comme ça, souffrent au quotidien de mauvaise gestion. Elles souffrent comme ça des problèmes de trésorerie et des problèmes de structuration. Donc, en fait, ce n'est pas l'absence de la présence sur le terrain qui crée l'échec chez les entrepreneurs, mais c'est plutôt un manque de vision stratégique, un manque de compétences et même un manque de leadership, ok, un manque de structuration qui fait que les projets échouent. Donc, il y a des gens comme ça que les gens commencent à se poser la question de savoir quel est mon rôle déjà en tant que porteur de projet. Je suis propriétaire d'une entreprise, je ne vis pas en Afrique. Mon rôle, il n'est pas, je ne peux pas être sur le terrain. Donc, ça veut dire que j'ai même la meilleure posture pour mieux apprécier la croissance de mon projet. Mais en fait, les gens se lancent, mais comme on ne se forme pas et on ne se fait pas accompagner, on ne sait pas souvent quel est son rôle, en fait. C'est parce qu'on confond son rôle qu'on aura tendance à croire que c'est parce que je dois être sur place. Non. Être même à distance, c'est la meilleure posture qu'on peut avoir quand on décide de créer une entreprise. C'est une excuse qui est souvent monnaie courante dans le monde de l'entrepreneuriat. Voilà. Donc, il faut voir l'absence comme un défi.
à relever et non comme un blocage, en fait. Parce que les personnes, les partenaires locaux qu'on a sur le terrain, ils doivent se focaliser à faire le travail sur le terrain. Étant à distance, on apporte ce que ceux qui sont sur place ne voient plus. OK? Donc, nos entrepreneurs doivent plutôt travailler sur le système, de se dire, je mets en place un système qui va faire en sorte que, malgré mon absence physique, que cette machine puisse tourner. OK? Et alors, une dernière idée reçue comme ça, là, aussi, qu'on entend souvent, c'est de voir que les gens comptent sur les agents immobiliers pour les aider à trouver des stratégies pour rentabiliser leur investissement immobilier. OK? Croire que c'est un agent immobilier qui va vous dire comment faire pour que votre bien immobilier ou terrain rapporte de l'argent, c'est une erreur, en fait, parce que eux, ils peuvent vous aider à choisir le terrain, mais pour savoir ce qui marcherait, savoir quelle activité faire dans son immeuble, savoir quelle activité faire sur son terrain, ça demande de faire des études beaucoup plus poussées. OK? Il faut avoir une bonne maîtrise de l'environnement, des projets économiques, des habitudes de consommation. Donc, aujourd'hui, il faut se dire, oui, l'agent immobilier peut m'aider à trouver un terrain, mais il faut une autre compétence pour pouvoir bien valoriser ce terrain-là. On voit beaucoup trop de projets en ce moment dans la ville, et si on regarde seulement dans la ville de Yaoundé, il y a tellement d'immeubles construits, il y a tellement de maisons construites, tellement de terrains achetés, parce qu'on se disait, c'était pour faire tel projet. C'est quand on demande à dépenser beaucoup d'argent, on se rend compte que finalement, l'investissement ne marche pas. Donc, il faut repenser l'investissement par rapport à la position. Plutôt que de se dire, je viens avec telle idée, je vais imposer ça à ce terrain. Donc, il faut éviter de systématiquement compter sur les agents immobiliers pour dire qu'est-ce qu'on va faire dans un immeuble qu'on a construit ou pas. Parce que ça demande une analyse beaucoup plus poussée. Hein. Il faut pouvoir faire une bonne lecture économique du développement de la région. Donc, ça demande vraiment de faire un travail un peu plus poussé pour être sûr qu'à la fin, on ne regrette pas son investissement. À côté de ces préjugés, il y a des problèmes factuels liés à la gestion même d'un business étant installé du côté de la diaspora. Ça se passe comment? Comment est-ce qu'on fait pour éviter ces erreurs? Les erreurs de gestion, c'est courant en fait. Déjà, quand on vit dans la diaspora et qu'on a investi en Afrique, on a créé une entreprise ici, que ce soit un tout petit business. Généralement, son nouveau statut d'entrepreneur vivant dans la diaspora nous donne comme ça désormais droit à relever un challenge qui est assez grand. OK? Dans ce challenge-là, comme ça, on trouve le défi de pouvoir réussir la transmission culturelle, c'est-à-dire préparer ses enfants, par exemple, à retourner en Afrique plus tard, aider déjà ses enfants à comprendre son pays d'origine, à Oui. retrouver leur identité africaine. On a déjà ces responsabilités-là en tant que papa vivant dans la diaspora. On a comme ça le défi de savoir gérer ses jours de congé. On a un troisième défi qui est celui de pouvoir gérer l'entreprise qu'on a créée depuis l'Afrique. Et le quatrième défi, c'est de trouver le temps de pouvoir se reposer. Parce que déjà en Europe, on a son propre boulot qu'on fait. On a la famille à gérer, on a des trucs. Il faut trouver le temps de faire des vraies vacances. Donc, ça fait en sorte qu'en général, le modèle classique, quand ces entrepreneurs se disent, je vais profiter de mes 3 semaines de congé en Afrique pour suivre mon business. Donc, on a comme ça des gens qui portent la famille, qui viennent en vacances en espérant jouer tous ces rôles-là au même moment, OK? Parce que c'est la même personne qui va jouer le rôle du père, parce qu'il faut ramener les enfants au village pour faire les traditions, pour leur expliquer la culture, pour faire cette transition culturelle, cette transmission culturelle-là. La même personne doit jouer le rôle de chef de famille, parce qu'en général, pour la plupart, c'est des gens qui ont des titres, hein. C'est le successeur de tel, c'est le chef de famille, il faut organiser des réunions de famille. Parfois, il faut rendre visite aux membres de la famille qu'on n'a pas vu depuis. Il faut jouer le rôle de chef d'entreprise. En fait, il faut aller contrôler, il faut aller manager, il faut aller suivre. Comment est-ce que son entreprise évolue sur place? Il faut aller sur les chantiers qu'on a. Donc, ça fait tellement de casquettes qu'on va devoir porter en 3 semaines qui fait que finalement, les gens se retrouvent comme ça avec une charge mentale et émotionnelle intenable sur la durée. OK? Donc, aujourd'hui, comme ça, ce qu'on recommande à ce type d'entrepreneur, c'est vraiment, idéalement à l'avenir, pour ceux qui peuvent, de prioriser, de vraiment spécialiser leur voyage, de se dire, si je vais en Afrique, il faut bien que je définisse pourquoi est-ce que je fais ce voyage-là. Si c'est pour des raisons personnelles, il vaut mieux se focaliser dessus. Tout à fait. Et après, faire un voyage pour suivre les affaires. Parce qu'en général, la page des affaires, ça ne finit jamais. On a des familles, il y en a des hommes comme ça qui sont venus en vacances avec la femme et les enfants. Finalement, ils sont retournés en conflit parce que on a bousillé les vacances de toute la famille à cause du projet entrepreneurial, surtout quand on n'a pas eu l'intelligence de le faire à la fin de son projet, à la fin de son séjour. Donc, ça veut dire qu'on est venu, on s'est directement plongé dans le projet. Finalement, tous les plans qu'on avait, on voulait aller au village, on l'a plus fait parce qu'il y a une situation brûlante. Par exemple, à Yaoundé à gérer dans l'entreprise. On voulait aller à Kribi, on l'a plus fait. On voulait aller faire ceci aux enfants, on l'a plus fait. Finalement, on rentre en Europe.
on est juste épuisé physiquement, le cœur est vide parce qu'on a passé le temps à gérer les conflits. On a comme ça le business même qui est fragilisé, on est découragé et on a la famille qui est mécontente. On a finalement dépensé beaucoup d'argent, mais on n'a ni fait les vacances en famille, ni vraiment résolu les problèmes de la famille, les problèmes de l'entreprise. Parce qu'il faut savoir que pour pouvoir bien contrôler son business sur place, il faut avoir fait une bonne préparation avant. C'est pas sur place, sur le terrain qu'on va résoudre tous les problèmes de l'entreprise. Donc, une fois de plus, ça vient questionner le rôle de l'entrepreneur qui vit dans la diaspora. Quel est le rôle qu'il joue dans son entreprise? Si c'est mal défini, il aura tendance à croire qu'en 3 semaines, il peut venir résoudre les problèmes urgents. Pourtant, à l'avance, il devrait plutôt préparer cette rencontre-là. OK? Ça doit être clair. Qu'est-ce que je viens faire concrètement? Les personnes avec qui je veux travailler, les tâches que je viens faire. OK? Donc, préparer son truc à l'avance permet qu'une fois qu'on est sur place, qu'on n'ait pas autant de feux à éteindre. Donc, voilà les conseils que nous on donne à ce type d'entrepreneur-là. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si ça vous a plu, c'est le moment de liker et de laisser un commentaire. Abonnez-vous à notre page pour ne rien rater de nos publications et surtout partagez à un ami qui en a besoin. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.